Et on continue d'explorer notre thème du jour. Quels ingénieurs pour l'industrie du futur? Quelles compétences pour inventer l'industrie décarbonée? J'accueille Claire Ehrenschmidt, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge des relations universitaires chez IBM France. Bienvenue également à Laurent Champanet. Bonjour, le directeur général des Arts et Métiers. Laurent, je commence avec ce concours, cette cérémonie des Arts et Métiers pour la transition énergétique. C'est une première. Pourquoi vous l'avez créée? Alors, c'est une première. Elle a été créée à l'initiative des étudiants, en remplacement d'un gala annuel des Arts et Métiers. Et ça permet de faire le pont entre des attentes des étudiants, je pense qu'on va en reparler après, des projets qui existent dans la formation, et puis un événement festif qui était un gala, qui a été remplacé pour mettre en visibilité l'école. Et donc du coup, c'est sur certains thèmes que sont la mobilité, l'industrie et le patrimoine immobilier, des projets d'étudiants encadrés par des enseignants et enseignants-chercheurs de l'école, qui donne lieu à un jury, une sélection, un prix et une remise de prix qui aura lieu mercredi soir. Alors, j'en viens au thème. Quels ingénieurs pour l'industrie du futur? Je disais à l'instant, dans la première partie de l'émission, que c'est quand même compliqué. On vous demande de former à des métiers qui n'existent pas encore. Exactement, comme l'a dit Pierre Ménard, nous, on a un rôle compliqué d'être à l'interface entre les attentes des étudiants et les attentes des entreprises, et des attentes d'entreprises qui évoluent extrêmement vite, des attentes d'étudiants qui évoluent extrêmement vite. Et comme vous le dites, des métiers qui n'existent pas encore, donc un besoin d'adaptabilité énorme de ces jeunes générations. Mais ils en ont le potentiel, donc ils vont s'adapter. Oui, et puis Pierre Ménard disait ce socle scientifique, évidemment, ça semble être la base. Mais Claire Ehrenschmidt, on a préparé l'émission ensemble, on s'est parlé quelques minutes. Vous dites que c'est crucial pour les entreprises, et particulièrement pour IBM, que les jeunes restent passionnés par la science. Pourquoi vous dites ça ? Alors aujourd'hui, vu les enjeux du monde actuel et à venir, autour de l'environnement, mais pas seulement, de la santé, de l'agriculture, comment nourrir une population qui augmente, de l'énergie, on a besoin de jeunes qui fassent des sciences et qui approfondissent les sciences. Et chez IBM, il y a même une campagne qui a été lancée qui s'appelle Urgency of Science pour justement inciter les jeunes à développer une appétence pour la science. Moi, je trouve que beaucoup de jeunes ingénieurs, parfois, ont envie de faire des doubles diplômes, se précipiter tout de suite vers le management, le business. Et à mon sens, notre monde a vraiment besoin de scientifiques et de techniques. On aura plus besoin d'ingénieurs que de marketeurs ou que... Aujourd'hui, oui, de scientifiques et de gens passionnés par la technologie et les sciences en général. Et vous dites, Laurent Champanet, que c'est une aventure que vous proposez à vos étudiants. Pourquoi vous employez ce mot? Alors, je ne suis pas tout seul à la proposer. Pour moi, c'est la société qui propose cette aventure parce que, en gros, il faut sauver le monde. Voilà. Avec effectivement, il faut lever un tas de verrous scientifiques et techniques. C'est pour ça qu'il faut effectivement une formation solide dans ce domaine-là. Il faut une envie extraordinaire. Et je pense que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas proposé une telle aventure à une génération. Et comme vous venez de le dire, les ingénieurs ont un rôle clé dans cette capacité à lever ces verrous scientifiques et technologiques. Alors, quelques infos, quelques chiffres sur les arts et métiers. 11 sites, 8 campus et 3 instituts, 149 universités étrangères partenaires, environ 6 000 étudiants formés chaque année. Est-ce que ces élèves, Laurent Champanet, qui arrivent aux arts et métiers chaque année, est-ce qu'ils arrivent avec des convictions écologiques, mais bien ancrées? C'est très clair. Et beaucoup d'entre eux sont même passés à l'action. C'est des militants qui ont transformé leur vie, qui expriment leurs conditions dans leur vie et qui attendent que tout de suite, dans la vie à l'école, on ait aussi changé les choses. Alors nous, on est une institution publique qu'après 250 ans d'histoire, on bouge un peu moins vite qu'eux. Et on a effectivement ce rôle un peu compliqué de faire qu'ils gardent ses convictions, parce que les entreprises en ont besoin, mais qui prennent un peu, qui considèrent la réalité, qui deviennent un peu plus pragmatiques pour pouvoir effectivement aller changer des entreprises. Donc garder leurs convictions, mais tout en se rendant compte que le changement, c'est pas si simple. Oui, mais ça veut dire qu'il y a parfois aussi des a priori, ce qui est normal, on en a tous, et qu'il faut un peu quand vous dites pragmatisme, c'est cette idée, il faut leur ouvrir les yeux peut-être sur la réalité du monde de l'entreprise. Sur le fait que certains étudiants ont dit « moi je refuse absolument d'aller dans telle entreprise ». On essaie de leur dire, ça serait peut-être bien d'aller voir l'entreprise, d'aller déjà se rendre compte que l'entreprise, elle a conscience de ses difficultés et de son impact environnemental. Elle a souvent des solutions
à mettre en œuvre et elle a besoin de jeunes pour les mettre en œuvre, pour faire changer la dynamique de l'entreprise. Donc elle a besoin de leur conviction. Oui, l'important, c'est peut-être le chemin plus que la situation actuelle. Claire Ehrenschmidt, qu'est-ce que vous attendez des jeunes diplômés qui rentrent chez IBM? Alors on les voit effectivement arriver avec leurs convictions et je dirais nous attendons qu'ils nous bousculent aussi, qu'ils proposent leurs idées. Et chez IBM, on a eu beaucoup de jeunes recrues ces 3 dernières années et ils arrivent avec des initiatives comme par exemple faire changer les machines à café pour que vous puissiez mettre votre gobelet. Et le café est plus cher si vous ne mettez pas votre gobelet. Changer les poubelles pour pouvoir recycler ses affaires. Former, ils sont en train de préparer des formations pour former les collègues aux enjeux de l'environnement. Et pour ma part, dans le cadre des relations avec les grandes écoles et les universités, nous mettons à disposition des collaborateurs pour des actions dans l'enseignement supérieur. Et ben, il y a un petit groupe de jeunes recrues qui sont venus me voir en me disant voilà, on voudrait proposer une formation sur l'éco-conception et le numérique responsable. Ils sont conscients que le numérique est à la fois peut-être le problème, mais aussi une énorme partie de la solution. Et ils veulent vraiment sensibiliser les autres étudiants à ces enjeux-là. Et je dirais aujourd'hui, je constate qu'ils sont écoutés avec bienveillance par la direction qui encourage ces initiatives. C'était la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire que quand des étudiants arrivent en disant « Bon, écoutez, chez IBM, vous êtes bien gentil, mais on va créer une formation sur le numérique responsable », comment vous réagissez? Personnellement, parce que ça m'a été proposé, j'ai dit oui, tout de suite. Ils ont déjà déroulé une fois leur cours et on est en train de planifier d'autres interventions. Et le COMEX d'IBM France les écoute avec bienveillance, parce que les mesures qu'ils mettent en œuvre n'ont pas été mises toutes seules. Ils sont une vingtaine de jeunes très actifs et puis ils entraînent derrière eux, ils sont à plus de 200 qui suivent et qui sont actifs aussi. Laurent Chopanet, vous l'avez un peu évoqué, mais est-ce qu'il y a des secteurs qui ont déjà aujourd'hui plus de difficultés à recruter à cause d'une image environnementale notamment dégradée? C'est clair qu'il y a des secteurs industriels, les industries de première transformation, la sidérurgie, la production de ciment, de béton, qui sont... Alors, on parle souvent de Total, l'extraction de ressources pétrolières ou minières, qui sont vraiment considérées comme des entreprises très polluantes. Et on a, nous, arts et métiers, sur ces champs-là, qui sont un peu nos champs historiques, un travail important à faire pour amener ces jeunes à aller se rendre compte que tous ces industriels-là, ils ont un plan, ils ont des dates clés sur la réduction de leur impact environnemental, de leur empreinte carbone. Et ils ont vraiment, vraiment besoin de jeunes. Et il y a vraiment des métiers passionnants chez ces industriels. La notion de communication des grandes entreprises, notamment en matière de RSE, on en parle ici tous les jours dans cette émission, c'est évidemment un enjeu majeur. Claire Ehrenschmidt, il y a 2 semaines, IBM communiquait sur ses objectifs zéro gaz à effet de serre en 2030. Ça, c'est un moment de communication important. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est là aussi le chemin. Depuis quand IBM est sur ce chemin? Alors, on a peu communiqué là-dessus, mais depuis 50 ans, donc en 1971, IBM a annoncé sa politique environnementale. D'accord ? Et depuis déjà 30 ans, IBM sort tous les ans un rapport sur l'environnement et toutes les actions qui sont prises. Et là, récemment, en fin d'année dernière, il y a eu les 17 objectifs de développement durable alignés avec toutes les actions qu'IBM met en œuvre là-dessus. En janvier, on a annoncé qu'on rejoignait l'initiative du MIT autour du climat. Et là, le 16 février, l'annonce qu'en 2030, on sera à zéro net d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, à la fois par la réduction des émissions, par augmentation de l'achat d'énergie renouvelable. On est à quasi 50% aujourd'hui d'achat d'énergie renouvelable pour tout IBM dans le monde quand même. Et on a comme projet d'être à 90% en 2030. Et puis notre recherche, la recherche d'IBM est très forte, développe beaucoup de choses sur des sujets liés à l'environnement et l'énergie, la santé, l'alimentation, etc., notamment des membranes pour capturer le CO2. Donc il y a vraiment des projets de recherche pour améliorer tous ces problèmes autour du CO2. On parlait tout à l'heure avec Pierre Ménard de l'agilité, de la capacité d'autonomie des étudiants. Moi, je voudrais qu'on évoque aussi le bassin de recrutement. Est-ce que l'un de vos objectifs, c'est de varier l'origine des étudiants qui rentrent dans vos écoles? C'est clair, on l'a déjà fait. C'est-à-dire qu'effectivement, historiquement, les grandes écoles recrutaient essentiellement sur les classes préparatoires aux grandes écoles, où il y a effectivement une formation scientifique très, très poussée. On a élargi parce qu'on a besoin, alors
nous les écoles, mais surtout les entreprises, on a besoin de gens plus agiles sur la technologie. Donc on a élargi au champ des IUT, des BTS, des gens plus agiles dans les projets. On se tourne maintenant vers les bacheliers de la filière technologique, qui sont des jeunes qui ont été beaucoup formés par le projet et qui ont une grande agilité, des grandes capacités d'organisation, de travail en groupe. Et parce qu'on veut, on l'a dit tout à l'heure avec Pierre Ménard, on fait de plus en plus de formations par projet. Et on a besoin de constituer des équipes projets avec des étudiants qui sont légèrement différents les uns des autres parce qu'ils ont des compétences différentes et complémentaires. Donc on a besoin de cet élargissement de notre base de recrutement. Pour terminer, Claire Schmitt, sur les attentes, encore une fois, des entreprises, je parlais de cette variété des profils. Est-ce que vous continuez de former finalement, quand un jeune diplômé arrive, en fait, sa formation, elle continue, on peut dire ça, et elle continue peut-être même pendant longtemps? Alors, on attache une grande importance à la diversité des origines, diversité d'origine sociale, de genre et hommes-femmes. On essaye de recruter 45% de jeunes femmes aujourd'hui. Quant à la formation, moi qui suis rentrée chez IBM il y a 32 ans, j'ai été formée 9 mois alors que j'étais déjà ingénieure en informatique. Et aujourd'hui, la formation est continue. On a même la chance d'avoir accès à un portail personnalisé de formations qui nous sont proposées en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on sait, de ce qu'on veut devenir et de ce qu'on a envie d'apprendre. Autant, comme disait Pierre Ménard, hard skills que soft skills. On a l'ensemble des formations proposées. Et on est censé en suivre entre 80 et 100 heures par an, ce qui est beaucoup pour un professionnel déjà bien occupé. Mais la formation est un élément clé aujourd'hui. Donc que les jeunes ne s'inquiètent pas sur les métiers du futur, puisque de toute façon, ils apprendront au fur et à mesure de leur carrière. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On va maintenant découvrir l'un des lauréats du concours. On parle hydrogène avec lui.